Nous allons maintenant aborder un enjeu crucial qui est celui donc de la lutte contre les déserts médicaux. Et donc en Occitanie, il existe un groupement d'intérêt public, Ma Santé, Ma Région, qui a déjà permis de recruter donc 100 médecins et d'ouvrir 25 centres de santé. Alors je vais reprendre un chiffre qui a été cité par Vincent Boone donc au cours de l'ouverture officielle. Au cours de ces 3 dernières années, il y a déjà eu 400 000 consultations dans ces 25 centres de santé. Donc c'est vraiment un très très beau résultat. Et donc pour parler de cette solution et sans doute d'autres également à venir, je vous propose donc d'accueillir Vincent Boone, donc qui est vice-président de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée en charge de la santé. On l'applaudit, ainsi que Michel Amouyal, donc qui est le directeur médical de ce groupement d'intérêt public, Ma Santé, Ma Région. Bonjour Monsieur Amouyal, bienvenue. Et donc pour animer cet échange sur cet enjeu donc de lutte contre les déserts médicaux, Romain Gonzalez, journaliste au Point. Romain, bonjour, bienvenue. Bonjour Hélène, bonjour à toutes et tous. Alors on n'a plus que 29 minutes et 30 secondes pour évoquer la question des déserts médicaux avec mes deux invités, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Messieurs, les déserts médicaux français, c'est 8 à 8,6 millions de Français qui seraient concernés, c'est à peu près un tiers des villes de notre pays. La région Occitanie ne se classe pas trop mal en termes de densité médicale. Elle arrive 4e en France, loin devant des régions comme le Centre Val-de-Loire et Mayotte, qui arrivent en dernier. Messieurs, moi je vais vous poser une question toute simple. Qu'est-ce que c'est Ma Santé, Ma Région, ce GIP, Monsieur Amouyal? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Et quelle est votre activité dans ce GIP? Bonjour. Bonjour. Donc le GIP, c'est un groupement d'intérêt public qui a été lancé il y a 3 ans maintenant, un petit peu plus que 3 ans, avec Vincent Boone au niveau qui est vice-président de la région, et Carole Delga à la région, pour offrir une solution, c'est une des solutions possibles, offrir une des solutions pour un accès aux soins dans des endroits où la population, les personnes n'avaient plus vraiment d'accès aux soins facile. Et Monsieur Boone, ça représente quoi ce GIP en termes de chiffres, tout simplement, peut-être de financement, mais aussi de médecins implantés? Est-ce que vous pouvez donner des ordres de grandeur et aussi des objectifs? Alors, ordre de grandeur. Depuis le début, on a recruté à peu près 110 professionnels de santé, donc principalement des médecins généralistes. On a démarré il y a à peu près 3 ans. On a réalisé, on est en train de passer la 400 millième consultation. Et à la fin du mandat, c'est-à-dire dans 3 ans, puisqu'on est élu jusqu'en 2028, alors sauf tout est possible actuellement, mais normalement, ce sera pas loin de 1 million de consultations réalisées, comme j'ai dit ce matin. 1 million de consultations, ça veut dire un Occitan sur 6. Voilà, c'est énorme, effectivement. Et pour revenir sur votre chiffre sur les déserts médicaux, c'est 83% du territoire français, les déserts médicaux. En fait, c'est surtout les endroits où il n'y a pas beaucoup de personnes. Et c'est toujours ces endroits-là où il manque la poste, où il manque des services, où il manque le médecin. Voilà. On y reviendra parce que cette question des déserts médicaux, elle est très proche de la question aussi de la raréfaction des services publics au sens large. On voit que les territoires sont assez similaires. Vous, Michel Amouyal, vous avez été pendant longtemps médecin dans un village du Gard, libéral. Est-ce que vous avez constaté vous-même, à titre personnel, cette dégradation lente de l'accès aux médecins de la population? Est-ce que vous avez été aussi, pardonnez-moi l'expression, le dernier des Mohicans sur place? Une fois que vous êtes parti, il n'y avait plus personne. Alors, à la fin, non. Je vous réponds très clairement non, parce que j'avais conscience, moi, de par mon exercice personnel dans mon cabinet et de par des fonctions universitaires, que effectivement, c'était en train de partir dans le mauvais sens. Et donc, je m'y suis pris avant ma retraite, en fait, puisque j'ai pris ma retraite de mon cabinet après 40 ans d'exercice. Et j'ai mis 4 à 5 ans à monter un projet pour qu'il y ait des jeunes qui arrivent. Et donc, aujourd'hui, il y a une maison de santé pluriprofessionnelle dans le village où j'étais, avec 7 médecins généralistes et puis d'autres professionnels. Mais 4 ans de travail pour les attirer. 4 ans de travail pour cette maison-là. Et pour les attirer et pour répondre à leurs envies. Et justement, pour les attirer, leurs envies, quelles sont-elles, ces envies-là? Comment vous les attirez? Tout simplement, le salaire, un bon cadre de vie, c'est quoi le produit d'appel? C'est la question à 1 million, ça, ouais. Il n'y a pas de recette magique.
déjà. Le produit d'appel, c'est finalement d'offrir des conditions de travail les plus adaptées aux ambitions, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais aux envies, en tous les cas, des jeunes médecins. Et ça passe justement par des possibilités pour leurs conjoints ou leurs conjointes de travailler sur le secteur. Ça passe par des écoles qui sont présentes. Et ça passe par une façon de travailler en groupe et pas seul. Ça passe par effectivement le salaire ou les revenus, mais ce n'est pas l'élément principal, me semble-t-il. Pour les jeunes, c'est important, mais ce n'est pas l'élément principal. C'est plus une qualité de vie, un accompagnement et ne pas être seul. Ça veut dire qu'il faut que le système de garde soit organisé, il faut qu'il ne soit pas seul, qu'il y ait des autres professionnels de santé autour avec qui travailler, une pharmacie, ainsi de suite. Vincent Boune, allez-y, une réaction peut-être. Oui, non. Peut-être pour répondre à la question, c'est à la fois un projet politique, mais un projet de santé. Et c'est cette dichotomie qui fait, je crois, que pour la première fois en tout cas, ce qu'on arrive à faire à l'échelle systémique d'une région, c'est mettre à la même table finalement les maires, les intercommunalités, les professionnels de santé, médecins, infirmiers, etc., et nous-mêmes. Et on essaie de trouver des solutions. Et ça, ce dialogue en fait, cette appropriation par les communautés politiques de les questions de la santé, elle est finalement assez récente. La santé, c'est un domaine régalien, c'est le domaine de l'État, c'est l'État qui devrait nous assurer des médecins partout. Force est de constater qu'il y a plusieurs millions de Français qui n'ont pas de médecin à l'heure actuelle. Voilà. Et donc, on fait du travail ensemble. Ça, c'est la grande force aussi. Quand un praticien arrive sur un territoire, on lui montre qu'il est attendu, à la fois par ses collègues, à la fois par les soignants et à la fois par les politiques. Il y a toujours un petit panier garni, il y a toujours quelques produits locaux pour lui montrer, oui, bien sûr, il y a des atouts du territoire. Voilà. Justement, vous évoquez cette importance du politique. Est-ce que vous constatez, est-ce que vous arrivez aussi à travailler avec des entités comme le département, les communautés de communes, les communes qui, elles aussi, ont un intérêt assez fort à voir s'implanter des nouveaux médecins ? Alors oui, bien sûr. D'une part, alors qu'est-ce que c'est le GIP? On va peut-être rentrer un peu dans le détail. Mais vous avez 4 collèges dans le GIP. Le premier, c'est la région. Le deuxième, ce sont les départements. Il y a des départements avec qui on a des liens assez forts. Le Gard en fait partie, par exemple, le Tarn, ou la Haute-Garonne, ou les Pyrénées-Orientales. Non, le Gard en fait pas partie, Michel. Si, ça y est. Mais il n'est pas dans le GIP, voilà. Et l'Ariège est aussi un département ami. Ce sont des départements qui participent peu ou prou au financement. Voilà, ainsi que les Pyrénées-Orientales. Et puis on a le collège 3, sont les communes et les intercommunalités. On ne peut pas travailler sur un territoire si on n'est pas souhaité et attendu par la commune ou l'intercommunalité. En fait, pour répondre aussi, pour compléter, il faut tout un écosystème. Parce que la santé, c'est pas que offrir des soins. La santé, c'est tout un... Comment dire, c'est vraiment un écosystème complet, et donc les communautés de communes ou les communes sont à la recherche effectivement d'un médecin, parce que ils ont une vision du médecin qui est présent. Aujourd'hui, il faut offrir d'autres choses, et surtout il faut mettre en place cet écosystème. Il y a évidemment la question de l'attractivité des territoires qui rentre en compte. Un médecin ne va pas vouloir s'implanter dans un territoire en déshérence. Vincent Boune, en préparant cet entretien, vous évoquiez également la question de former des gens qui viennent de ces territoires-là. Parce que la difficulté, c'est aussi d'implanter, entre guillemets, de déraciner des gens pour leur dire « allez travailler dans des territoires ruraux ». L'objectif pour l'État et aussi les collectivités, c'est peut-être de former plus de gens des territoires ruraux aux professions médicales. Alors oui. Alors d'abord, ce qui est étonnant, non, c'est pas étonnant, mais c'est quand même vrai. Tous les territoires vont plaire à quelqu'un à un moment donné. On a la chance d'avoir une région qui est magnifique, et un pays d'ailleurs qui est magnifique, mais la région Occitanie est extrêmement variée, et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des médecins qui vont adorer l'Écosse, des médecins qui vont adorer les Pyrénées, des médecins pour qui la Camargue, la petite Camargue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc globalement, ils vont trouver un territoire. Après, nous, on fait c'est un peu du Tinder, finalement, ce qu'on fait. Il faut faire matcher le territoire avec le médecin. Et par contre, là, on n'arrivera pas à déplacer un médecin qui veut travailler dans le Gard. Impossible de le faire travailler en Aveyron, ça, c'est même pas la peine d'essayer. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Le deuxième point, sur les jeunes, effectivement, il y a des études qui montrent bien que un jeune a 3 fois plus de chances de s'installer dans un territoire s'il est issu de ce territoire.
Donc on part sur du long terme, évidemment, parce qu'il faut travailler avec des très jeunes, hein, avant qu'ils soient installés, avant qu'ils aient une famille à fonder, éventuellement avec un ou une conjointe qui serait d'un avis différent là aussi. Et on commence à travailler avec les jeunes des lycées. Ce qu'on a fait, donc, on a travaillé avec l'éducation nationale, les rectorats, et on a créé, donc, depuis le début du mandat, 17 options santé dans des lycées d'Occitanie, c'est-à-dire 17 territoires sur lesquels les jeunes ont la possibilité de prendre en lycée une option. Ça s'appelle une option santé, et qui prépare à ces métiers de la santé. Et la fracture dans les études de santé, elle n'est pas femme-homme du tout, parce qu'il y a plus de filles en études de médecine, et d'ailleurs toutes études infirmières, n'en parlons pas, mais elle est entre les ruraux et les urbains. Elle est selon le milieu social. Les enfants issus de familles modestes versus les enfants issus de milieux aisés. Et nous, ce qu'on veut, c'est donner envie. Voilà. Donc, on a lancé cette expérimentation. On n'a évidemment pas encore de retour parce que ça démarre en seconde, qu'après il faut passer en première. On est sur des projets sur une dizaine, quinzaine d'années. Et on est sur des projets sur 10 ans. C'est des médecins qui sortiront dans 10 ans, voire plus. Mais si on fait pas un peu de prospective et qu'on n'essaie pas de préparer l'avenir, on se retrouve dans des impasses. Toute ressemblance avec l'état actuel du pays, ce ne serait que fortuit, bien sûr, mais voilà, donc on essaie de prévoir l'avenir. Pour en revenir à cette question des déserts médicaux, au sens peut-être plus systémique, Monsieur Boone, vous dirigez les urgences du CHU de Toulouse, si je ne m'abuse. Est-ce que vous constatez, vous, une arrivée massive et de plus en plus massive de populations issues de ces déserts médicaux-là, pour lesquelles les urgences sont la porte d'entrée, tout simplement, du système? Alors, oui, pour le coup, c'est le SAMU, mais enfin, c'est pareil, je travaille aux urgences. Le SAMU. Oui, le plus grand désert médical d'Occitanie, c'est le centre-ville de Toulouse. C'est le plus grand désert médical d'Occitanie. Il y a 100 000 Toulousains qui n'ont pas de médecin traitant. Vous compreniez ce que ça fait en termes de volume. C'est gigantesque. Alors pourquoi? Pour plein de raisons. Une des raisons principales, c'est aussi la difficulté d'accessibilité au foncier au centre-ville de Toulouse, en particulier pour faire des gros cabinets. Les médecins maintenant être dans des cabinets assez spacieux, avec de l'équipement moderne, avec du pluriprofessionnel, ça veut dire beaucoup de personnes. Et ça, c'est très difficile à trouver au centre-ville des grandes métropoles. Et le phénomène est marqué, alors peut-être un peu moins marqué, mais enfin Montpellier a aussi les mêmes freins, c'est certain. Et le deuxième point, c'est l'accessibilité, évidemment, aux personnes à mobilité réduite. Ça veut dire que vous faites un cabinet avec, par exemple, un ascenseur, pas d'escalier, etc. Ce qui est dur à trouver dans les quartiers du centre-ville, c'est compliqué. Voilà. Donc ça, c'est ces deux points qui freinent. Et à partir de là, ben oui, malheureusement, les gens ont recours aux structures d'urgence de manière de plus en plus importante, alors pour plein de raisons. Mais globalement, je vais donner un chiffre, hein, on estime que 40% des patients qui se présentent aux urgences pourraient être réglés par des structures en amont des urgences. C'est énorme. Ça représente aujourd'hui, je crois, 22 millions d'entrées par an dans le système d'urgence français, alors que c'était quelque chose comme 8 millions il y a une quinzaine d'années. Donc on est vraiment sur des ordres de grandeur assez impressionnants. Michel Amouyal, en préparant aussi cet entretien, on a évoqué un peu l'éléphant dans la pièce de cette question des déserts médicaux. C'est la question du numerus clausus. Est-ce que vous êtes tout simplement un défenseur de l'ouverture de ce numerus clausus ou de l'ouverture des vannes, tout simplement? On a vu que la fermeture dans les années 90 a provoqué des effets assez critiques. Alors oui, elles ont été ouvertes quand même depuis les années 2000. Elles ont été ouvertes depuis les années 90. Depuis les années 2000, non, 90 c'était fermé. De 90 à 2000, c'était pas très important. À partir de 2000, c'est remonté et ça a été ouvert. Aujourd'hui, on est à 9500 à peu près étudiants en médecine qui passent en deuxième année de médecine. Donc voilà, ça va permettre, mais dans 10-15 ans, de revenir à la situation de 2021. Mais 2021, on était déjà en déficit. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, le numerus clausus est une des causes, enfin la fermeture du numerus clausus, mais c'est pas la seule. La médecine a fait des progrès, donc nécessite plus de professionnels. La population a grossi, a vieilli en même temps, et ainsi de suite. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin en santé, et le GIP en fait permet, dans la mesure où on est assez, comment je vais dire, flexible sur la façon d'accueillir des médecins, qu'ils soient jeunes, moins jeunes ou moins jeunes encore, avec des retraités qui viennent travailler dans les centres de santé, eh ben, on a une flexibilité sur le type de contrat, sur tout ça, et surtout, on leur offre une façon de travailler sans se préoccuper, à la différence du libéral, sans se préoccuper du tout de tout ce qui est à côté.
l'embauche d'une secrétaire, la façon de gérer les rentrées, les sorties, et ainsi donc de suite. vous embauchez quand même des retraités via ce GIP. Ça constitue quoi? Quelques-uns. C'est l'armée de réserve maintenant de la médecine? Non, il n'y a pas de réserve malheureusement, mais non, c'est tous ceux qui ont envie, si vous voulez, de continuer. Par exemple, pour les retraités, c'est pas la majorité, hein, mais il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie dans un secteur. En s'en allant, et c'est les derniers à partir, ils veulent pas laisser leur patientèle sans personne. Et ben, si jamais on ouvre un centre à ce moment-là, ils viennent pour essayer d'attirer d'autres personnes, d'autres jeunes et tout. Justement, sur la construction de ces centres, vous n'avez pas peur parfois de créer des centres Potemkin totalement vides, en fait, de créer d'abord la structure immobilière, le bâti, puis après avoir des grandes difficultés à la remplir? Ça marche pas comme ça. Vas-y. On n'ouvre un centre que quand on a les signatures des professionnels de santé. Il faut au moins 2 prescripteurs pour ouvrir un centre. Hein. Et en gros, donc on a plusieurs projets qui sont bloqués parfois depuis de très longs mois parce que voilà, le pire, et vous avez raison, pour une population, c'est ouvrir une coquille vide, un bâtiment tout neuf et personne dedans. On voit dans certains territoires ruraux, périurbains, on voit des magnifiques centres de santé qui ressemblent un peu à Disneyland et on voit une seule plaque ou pas du tout de plaque devant et on se rend compte que ça a été un projet mené dans le mauvais sens. Juste faire un peu de sémantique parce que je ne sais pas si tout le monde est bien au courant. Vous avez la maison de santé. La maison de santé sont des médecins libéraux. Ils travaillent pour eux à leur compte. Les centres de santé sont des médecins salariés, en l'occurrence salariés par ce groupement issu de la région dont Michel est le directeur médical. Voilà, juste que tout le monde comprenne bien que nous, ce qu'on fait, donc, on salarie des médecins. Voilà. Ce qui est un petit peu différent du libéral. Alors, et ça fonctionne très bien avec le libéral. Il y a des endroits où, dans le même bâtiment, on a un centre de santé, une maison de santé, et les gens s'entendent. Mais voilà, disons qu'on vient en complément du libéral, là où le libéral ne peut pas, pour une raison X ou Y, faire ses missions. Et vous visez principalement tous les deux le recrutement de médecins généralistes, ou vous cherchez quand même des spécialistes aussi qui sont extrêmement demandés un peu partout, que ce soit dans les grandes villes, dans les petites villes. On voit les temps d'attente pour avoir accès à des ophtalmos, des ORL qui sont démesurés aujourd'hui en France. Pour l'instant, le GIP s'est centré sur les soins primaires, donc des médecins généralistes, des sages-femmes, des infirmières en pratique avancée, des assistantes médicales. Voilà, mais c'est des soins primaires, c'est pas les soins de 2e niveau. Une question aussi un petit peu polémique, messieurs, pour l'élargir plutôt à l'échelle étatique. Il y a quelques mois, notre ancien Premier ministre, ça va très vite aujourd'hui, François Bayrou, appelait de ses voeux l'obligation pour les médecins de consulter 2 jours par mois dans des territoires dits prioritaires. Est-ce que selon vous, cette logique de l'imposition de la pratique dans des territoires, c'est la bonne logique pour les médecins? Est-ce qu'on devrait forcer tout simplement, par exemple, les médecins les moins bien classés à faire quelques années dans des territoires? Alors ça, c'est 2 questions différentes. C'est 2 questions différentes. C'est-à-dire les moins bien classés, leur dire d'aller à tel endroit, comme par exemple les instituteurs qui choisissent pas au départ leur première installation. Mais la première question, c'était l'obligation d'aller faire 2 jours. Oui, tout à fait. Commençons par ça. Voilà. Et ça veut dire qu'on va déshabiller Paul pour habiller Pierre, quoi. C'est-à-dire que vous enlevez des médecins là où il en manque. On vous a dit qu'il y avait 80% de territoires en France qui étaient entre guillemets des déserts médicaux, même si ce terme c'est pas que un désert médical, quoi. Et donc vous allez enlever des médecins en les obligeant à aller travailler ailleurs, alors qu'ils connaissent leur patientèle, qui sont efficaces et qui rendent service et qui sont déjà surchargés, pour les faire travailler à un autre endroit. Et sur la question plutôt d'obliger les médecins moins bien classés à effectuer quelques années de pratique, peut-être, Vincent Boune? Alors, c'est le serpent de mer. Et donc, si on essaie de réfléchir factuellement, c'est vraiment le chiffon rouge de la profession. Je vais essayer d'être un peu factuel et juste pas trop polémique quand même. Effectivement, factuellement, les médecins, c'est la seule profession qui n'a aucune obligation à l'installation. Par exemple, les infirmiers ou les pharmaciens ne font pas ce qu'ils veulent quand ils s'installent. Bon, ça c'est clair. Après, effectivement, ça avait bien marché, la liberté d'installation, jusqu'aux années 2000-2010, où effectivement le secteur arrivait à se réguler. Là où, effectivement, on est maintenant de toute façon dans une situation de pénurie, il faut bien se dire que quelles que soient les mesures qu'on va prendre, on ne peut pas faire sortir des médecins du chapeau et donc on n'arrivera pas, effectivement, à régler tous les problèmes de pénurie médicale à court terme. Ça n'est pas possible. Juste vraiment, et quelle que soit la solution qu'on prenne. Après, moi, j'aurais plutôt que de dire à un médecin, tu dois exercer à tel endroit, ce qui est extrêmement compliqué, et il faut, attention, je vous répète, une rétroactivité, c'est-à-dire il faudrait le mettre dès la première année de médecine pour que ce soit effectif 10 ans après. Donc, c'est pas non plus des mesures à très long terme. Moi, et moi, je suis plutôt pour dire aux médecins, eh ben, tu dois faire de la médecine. Voilà.
plutôt que de dire tu dois t'installer à tel ou tel endroit, pour moi, les médecins doivent travailler dans le domaine de la médecine. Il y a trop de médecins qui font pas de la médecine, trop de médecins qui partent en intérim, faire des petites bricoles à droite à gauche. Pour moi, un médecin qui a été formé, qui a coûté de l'argent à la société, quand il sort, peu importe le secteur où il existe ou ce qu'il fait, il doit exercer dans le domaine médical. Je crois que c'est important. Juste pour compléter la réponse, ce que vous préconisez, donc d'obliger des médecins à aller à tel endroit, ça peut être logique. Ça a été tenté au Canada, au Québec, il y a quelques années en arrière. Ils avaient la même problématique. Bon, eux, avec des terrains très, très éloignés. En fait, ils l'ont fait. Ils n'ont plus d'étudiants en médecine qui se sont inscrits en première année. Ils ont fait marche arrière. Donc, il y a des effets pervers. C'est compliqué. Mais je vous dis, voilà, pour moi, le premier niveau, c'est voilà, un médecin qui sort doit exercer la médecine. Sinon, eh ben, il perd sa qualification. Parce qu'au bout d'un moment, est-ce qu'on peut imaginer sa seule profession pouvait arrêter 10 ans, repartir au bout de 10 ans quasiment sans formation et vous êtes de nouveau apte, ce qui est une aberration. Hein. Est-ce que vous pensez aussi, Vincent Boone, je mets peut-être les pieds dans le plat, aux spécialistes dans certains domaines qui sont de plus en plus dans le domaine esthétique et de moins en moins dans le domaine de la pratique? J'ai notamment en tête, désolé de planter du doigt, il y en a peut-être dans la salle, les dermatologues. On voit de plus en plus que les soins tournent autour de l'esthétique, notamment dans les grandes villes, qui est de plus en plus dur d'avoir un rendez-vous pour de la dermatologie dite classique. Oui, alors il n'y a pas que les dermatologues. Non, là, faut pas pointer telle ou telle personne. C'est vrai que de toute façon, enfin, la santé, c'est pas une marchandise et ça devrait pas être négociable. Après, on s'est retrouvé dans un système. Alors, si vous voulez, il y a 3 grandes forces en France qui se regardent un peu en chien de fusil et sur lesquels malheureusement il n'y a pas eu de dialogue pendant des années. Vous avez le secteur hospitalier qui est effectivement forcément public, vous avez la médecine générale libérale qui a été pendant des années mise à part du système hospitalier, et vous avez les cliniques qui sont maintenant majoritairement tenues par des grands groupes internationaux et qui font effectivement beaucoup d'actes, en particulier chirurgicaux. La moitié des actes chirurgicaux sont faits par des cliniques. Et effectivement, il y a une divergence. Alors, ça reste des médecins et ça reste des médecins qui, je pense, respectent tous le serment d'Hippocrate, mais il y a des divergences profondes entre parfois les orientations que prennent les uns ou les autres en fonction de leur secteur. Et c'est très dommage. Et je pense que principalement, c'est aussi parce qu'il n'y a pas eu de dialogue pendant des années, parce qu'il n'y a pas eu de direction pendant des années. À vrai dire, dans la santé, chacun fait absolument ce qu'il veut. Et peut-être qu'à un moment donné, c'est le moment de se poser la question d'un débat sociétal, et c'est peut-être aux citoyens de s'emparer de ce domaine et dire voilà ce qu'on veut dans le domaine de la santé, et voilà ce qu'on pourrait proposer dans le domaine de la santé. Vous voyez, ça éviterait les dérives. Effectivement, actuellement, un praticien est totalement libre de son exercice, il fait absolument ce qu'il veut. Autre serpent de mer de la question des déserts médicaux, la 4e année d'études de médecine générale. Michel Amouyal, on en a parlé ensemble en préparant cette table ronde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette polémique, tout simplement? Alors, je ne sais pas s'il y a une polémique. Pour l'instant, tout le monde les veut, sauf les étudiants. Hein. Sauf les étudiants, ouais. Sauf les étudiants, mais tout le monde la veut, et tout le monde veut, entre guillemets, les utiliser à tel ou tel endroit. Aujourd'hui, dans la situation politique qu'il y a, tous les arrêtés ne sont pas signés. Donc je ne peux pas vous dire ce qui va se passer exactement. Pour m'en être occupé précédemment, quand j'étais au département de médecine générale ici, c'est quelque chose que les enseignants de médecine générale et que les généralistes d'une manière générale attendent, veulent. C'est une année de professionnalisation, c'est-à-dire c'est une année supplémentaire sur le cursus des étudiants, mais qui existe depuis 2017 pour toutes les autres spécialités. C'est-à-dire c'est quelque chose qui a été mis en place avec la réforme du 3e cycle des études médicales en 2017, et toutes les spécialités, sauf la médecine générale, ont eu pas forcément une année, mais un temps de professionnalisation. La difficulté, c'est que les docteurs juniors des spécialités autres que la médecine générale sont à l'hôpital. Donc finalement, la gestion, la mise en place, c'est pas facile, mais ça se fait, ça correspond à ce qui existe déjà pour autre chose. Pour la médecine générale, ça s'exerce en ambulatoire. Le statut de salarié ou libéral ne change pas grand-chose à la façon d'agir. Donc ça existe en ambulatoire. Et donc, derrière, tout ce qui est pas réglé aujourd'hui, il n'y a pas les arrêtés, c'est finalement comment ces docteurs juniors sont rémunérés, comment les actes effectués par ces docteurs juniors, à qui ils vont, comment ils sont remboursés pour les patients, enfin bref. Donc ça veut dire qu'une des simplifications, ce serait que ce soit pris en charge par la sécurité sociale, qu'il n'y ait pas de paiement à l'acte pour les docteurs juniors, et qu'ils aient leur salaire de la fac
puisqu'ils sont payés comme les autres, je ne sais plus le tarif, je crois que c'est 2500 € par mois, mais pour l'instant, on n'en est pas là, je ne peux pas vous en dire plus. Après, le nombre de docteurs juniors, pour la région Occitanie, grosso modo, ça correspondrait à 240-250 étudiants par an qui sortiraient, enfin étudiants, puisqu'ils resteraient étudiants, et qui feraient une année supplémentaire. Mais en même temps, par rapport aux déserts médicaux, si ça fonctionne, ça fait qu'on a une année blanche. Ça veut dire qu'on n'a pas ces 250 étudiants qui sortent. L'année suivante. L'année suivante, tout à fait. Ou l'année avant, pardon. Hélène. Merci, merci beaucoup à tous les deux. Romain, je propose que l'on prenne quelques questions de la salle. Donc, comment voilà, je vois une main qui se lève de ce côté-là, parce que le temps file malheureusement très vite. Mais en tout cas, un grand merci à vous, parce que c'était passionnant. On peut d'ailleurs vous applaudir tous les deux. Absolument. Et donc le temps que le micro arrive, et nous vous écoutons pour votre question. Bonsoir à tous. Concernant le désert médical, il y a dans la petite ville où j'habite juste à côté à Grabel un centre de soins où il y a en permanence un médecin, une infirmière et une secrétaire. Pour de la bobologie, c'est hyper pratique. J'ai eu besoin d'y aller pour un début de Panari, ça a été formidable. On ne peut pas, on pourrait pas imaginer de mettre des petites maisons de santé dans les déserts médicaux, justement. Merci. Au moins pour les petits bobos et avant que ça devienne important, et ça soulage aussi l'hôpital. Alors, je vais vous laisser répondre, mais après, est-ce que les petits bobos doivent être traités par le médecin? Autre sujet. C'est aussi une question un peu subsidiaire qu'on n'a pas évoquée. C'est peut-être que, oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas une question de la revalorisation des infirmières libérales? Délégation de tâches. Ça, c'est un centre de soins non programmé, je pense, hein, si j'ai suivi l'histoire. C'est-à-dire, c'est ni un cabinet de médecine générale, ni un service d'urgence. Donc, c'est un hybride. Alors, c'est peut-être pas. Est-ce qu'il est ouvert la nuit? Non. Voilà. Et si vous avez une appendicite, il vous soigne pas. Il vous envoie à l'hôpital, c'est ça? C'est ce qu'on appelle un centre de soins non programmés. Donc, pour on va dire des urgentistes qui ne veulent pas rester à l'hôpital. Je vais être polémique là, je suis désolé. Je vais me lâcher. C'est des urgentistes qui ont été formés à l'urgence médicale, soit qui n'ont plus de place à l'hôpital, soit qui ne veulent pas rester à l'hôpital, et qui montent maintenant des structures, on va dire, qui financièrement sont rentables. Donc, effectivement, ça rend service, ça répond à un besoin, mais derrière, ça déstructure tout ce qui peut exister de la part des professionnels de santé qui sont présents pour le suivi au long cours. Là, il n'y a aucun suivi au long cours. Or, la prise en charge en santé, on parlait de santé, c'est pas que du soin au coup par coup. C'est du soin dans la continuité d'une vie. Et ce genre de centre n'est absolument pas là pour ça. Et donc, ça déstructure, parce que derrière, si vous voulez, c'est quelque chose qui, effectivement, rend service sur le moment. Ça, c'est indéniable, parce qu'il n'y a pas d'accès possible ailleurs, et c'est pour ça que le service des urgences est engorgé, et ainsi de suite. Mais derrière, ça ne rend pas service à la population sur une prise en charge complète au long cours. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Je vous laisse poser d'autres questions. On va pas entamer un débat peut-être sur ce sujet très particulier. Là-bas. Voilà, je vais prendre la question là-bas, sachant que si vous voulez poursuivre les échanges, vous avez accepté, et on vous en remercie, de les poursuivre au premier étage dans la galerie. Donc, on prend cette question, on vous écoute. Bonjour, moi je viens de Guyane, et là-bas on a accès au PADU, donc... les praticiens à diplôme étranger, enfin à diplôme hors Union européenne. Hors Union européenne. Et je voulais savoir, aujourd'hui, il est question peut-être qu'un jour d'autres départements en métropole puissent avoir justement l'occasion, l'accès à ces praticiens avec des... Si je ne m'abuse, c'est déjà le cas. Il y en a partout, oui, madame. Il y en a partout. Ouais. Il y en a partout. En Ile-de-France, il y en a beaucoup. Ouais. Alors, voilà, en Ile-de-France et dans d'autres régions. Est-ce que vous, il est question, peut-être qu'en Occitanie, vous puissiez faire cette demande? Alors, les hôpitaux ont le droit de faire ça, nous non, parce que réglementairement on n'est pas un hôpital, et on a un médecin belge, ce qui est quand même c'est pas vraiment un PADU. Pas mal. Les PADU sont pas forcément une solution non plus. Malheureusement, alors d'une part, leur formation est très inégale et c'est parfois compliqué. Effectivement, philosophiquement, je me dis mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas formé plus de
comment dirais-je, d'occitan plutôt que d'importer des médecins, parce que derrière, c'est aussi des médecins qu'on prend en leur pays. Et ça me gêne toujours que des pays étrangers forment des médecins, investissent sur eux, passent du temps à les former, et puis qu'ils se retrouvent à exercer en France. Vous voyez, je n'aimerais pas qu'on fasse ça à mon pays, donc je souhaite pas le faire aux autres. C'est une des solutions de toute façon d'urgence et de repli de beaucoup d'hôpitaux qui ne peuvent plus actuellement fonctionner sans PADU, mais il y en a partout. La question sur les PADU, effectivement, la loi ne permet que de les employer comme assistants à l'hôpital. Pour l'instant, sauf dérogation en Guyane, pour l'instant, elle ne permet pas, la réglementation ne permet pas d'employer les PADU, donc ces médecins à diplôme étranger hors Union européenne, en ambulatoire, qu'on soit sur un statut salarié ou libéral. C'est-à-dire il faut un établissement de santé, et le GIP n'est pas un établissement de santé. Merci beaucoup. Alors, il nous reste 1 minute. Romain, peut-être, pour une dernière question. Oui, une dernière, là, la toute dernière. Une question courte et une réponse courte, s'il vous plaît, même si... J'ai encore une autre question. Du coup, c'est pas sur les PADU. C'est, vous savez, il existe une école en Roumanie, à Cluj-Napoca. Je ne sais pas si vous savez. Oui. Donc, vous avez la possibilité de former aussi des étudiants là-bas. Est-ce que vous y avez pensé, justement, parce que les études sont aussi longues mais moins chères, peut-être de former des gens de votre région là-bas? Alors, c'est pas nous qui décidons que les étudiants vont se former à Cluj ou dans l'autre faculté en Roumanie. Par contre, le GIP fait une information pour essayer de ramener en fait ces étudiants qui sont partis parce qu'ils n'ont pas eu la première année en France. Et effectivement, il y a une information, il y a des choses qui sont faites pour qui viennent travailler avec nous. Et alors surtout, c'est plus cher. C'est ouvert à des personnes qui peuvent se payer les voyages en Roumanie, la scolarité en Roumanie, etc. Si je prends mon cas, moi je suis fils d'agriculteur. J'ai été boursier de la République et j'ai réussi à faire des études de médecine grâce à ça. Mes parents n'avaient pas les moyens de me payer ça. Et donc, mes parents n'auraient pas eu le moyen de me payer les études à Cluj. Nous, pourquoi on se bat à la région Occitanie, clairement, c'est augmenter les places dans les écoles, dans les écoles d'Occitanie, tout simplement. Voilà. Et ce qu'on voudrait, effectivement, on vient de créer une école de kiné à Perpignan. Ce qu'on veut, c'est que les jeunes occitanes et occitanes se forment en Occitanie, bien sûr. Ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup. On vous applaudit une nouvelle fois. Je pense qu'on aura l'occasion de refaire des points sur vos succès dans la lutte contre les déserts médicaux. Les échanges peuvent se poursuivre, comme je le disais, au premier étage. Et je vous invite bien sûr à rester avec nous puisque nous allons vivre dans quelques minutes une ciné-expérience qui est proposée par l'INSERM et vous allez voir qui est tout à fait fascinante. Donc à tout de suite. Merci beaucoup.